Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les sorties littéraires du mois de mai 2025, qui est à l'heure. Je dirais même en avance, applaudissez-moi. Applaudissez-moi. Je sais pas ce qui me prend ce mois-ci de le faire. Là, nous sommes le 26 avril, au moment où je tourne, et normalement au moment où la vidéo sort, voilà, en fin d'après-midi. Ne me demandez pas ce qui me prend, pourquoi elle est pile à l'heure, pour que vous puissiez être un peu en avance et prévoir vos sorties, comme ça devrait être le cas tous les mois finalement. Quand j'ai annoncé sur Instagram que cette vidéo serait en tournage aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je ne sais pas. Le fait est que j'y ai pensé cette fois en avance pour pouvoir la tourner à l'heure. Voilà, les miracles arrivent. J'ai envie de vous dire. Ce mois-ci, il y a pas mal de sorties, polar, thriller, tout ça, mais rien de fou non plus. Il y a une grosse sortie, je trouve, allez, peut-être deux, en chipotant un peu, mais pour moi en tout cas, il y a une grosse sortie hypante. Le reste, c'est pas des petites sorties non plus, mais il y a rien de fou. Il y a rien de dingue, il y a rien de hype plus que ça, il y a rien qui a titillé ma curiosité outre mesure suffisamment pour que ce soit dans ma sélection, qui je le rappelle n'est que ma sélection. Il y a des polar thrillers qui sortent ce mois-ci que je n'ai pas sélectionné car ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai l'honnêteté de ne vous montrer que les polars qui m'intéressent. Ce ne sera jamais une sélection complète, je le rappelle, hein. On commence par le 2 mai et la sortie du mois, la grosse sortie hypante du mois, c'est le Franck Tillier de 2025, à retardement, Charcot et Henbel, tome 14, chez Fleuve, comme d'habitude. J'aurais bien voulu savoir le nombre de pages. Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli, délirant, sans papier, inapte à la garde à vue. Celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. Seine-Saint-Denis, à environ 50 km de là, Charcot et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné dans son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux... Ouh là là. Qui sont ces deux hommes? Les petites apparitions comme ça, on apprécie. Et quelles sont leurs histoires? Bon ben, c'est le Franck Tillier, hein. On va pas réfléchir plus que ça. La couverture, je l'apprécie pas particulièrement, mais elle n'est pas non plus... elle est pas moche, mais elle est pas non plus folle. Elle est correcte, on va dire. C'est suffisamment intriguant. C'est Charcot et Henbel. C'est moi perso, c'est des personnages que j'apprécie bien. Je suis très content de les retrouver. Si quelqu'un de chez Fleuve passe par là, j'apprécierais un service presse. Je suis pour. J'apprécie beaucoup Franck Tillier. Et en plus, il passe à la Fnac au mois de mai en dédicace à la Fnac de par chez moi. Et je vais bien évidemment. En plus, le mercredi, donc moi je ne travaille pas le mercredi. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir faire 1000 heures d'attente et patienter dans cette file qui sera interminable pour pouvoir avoir ma petite dédicace. Je vais pouvoir me la péter en vidéo, ça va être bien. Donc c'est toujours appréciable. Je ne rate plus un Franck Tillier tous les ans, je le lis. Et c'est toujours, on va dire la plupart du temps, un plaisir. Voilà, ça pourrait être la fin de la vidéo, mais non. Je respecte un minimum, je vous respecte un minimum. On va quand même vous montrer le reste. Le duc de Penford. Oh, là, les mystères de tante Dimitri. Alors, je suis un peu fatigué, hein, donc je vais bégayer un peu. 400 pages chez... Alors, Verso, je ne connais pas. Donc, c'est vraiment le type de couverture qui fait vraiment très cosy mystery, avec cette mode d'avoir le profil de l'enquêtrice qui va être là. Ça se fait beaucoup, notamment dans les romans avec les sœurs Brontë. Est-ce que je l'ai sous la main pour vous le montrer?
Pas du tout. Ils sont beaucoup trop. Attends, où est-ce qu'ils sont? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un livre vient de tomber, c'est pas grave. Et donc oui, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de couverture, c'est sympa. Emma Porter a 40 ans, elle est grosse, mal fagotée et est une jardinière amateur passionnée. Lorsque son amant de longue date la quitte pour une femme plus jeune, Emma échappe à la sympathie de sa famille et de ses amis en partant pour un été en voiture à la découverte des glorieux jardins d'Angleterre. Une coïncidence montée de toutes pièces par Dimitri l'amène à Penford Hall, un vaste manoir gothique situé en Cornouailles où elle trouve un duc à la recherche d'une lanterne disparue doté de pouvoirs extraordinaires. Soupçonnant qu'il y a plus d'un mystère à résoudre à Penford Hall, Emma accepte l'invitation du duc à rester et à restaurer le jardin de la chapelle, autrefois glorieux pour lui redonner sa beauté d'antan. Les sombres rumeurs entourant une rockstar et la mort imminente de la belle cousine du duc confirment les soupçons. Bon bref, il va se passer des trucs. Et c'est le genre de petit cozy mystery. Alors c'est le tome 0,5 sur 4, c'est marqué. Donc je vais honnêtement essayer de grappiller le service presse sur NetGalley. En dehors de ça, je ne pense pas vouloir me le procurer, mais franchement, si je peux gratter le SP sur NetGalley, après si quelqu'un de chez Verso passe par là, moi franchement ça m'intéresse en service presse, ça a l'air sympathique, on a un personnage qui à mon avis est bien marqué, qui a ses passions, qui est là, s'il y a un vrai mystère derrière, le tableau est bien posé dans le résumé, c'est un tableau sympathique de Cozy Mystery et qui fait plutôt envie pour ce genre d'univers, moi je trouve. Alors l'autrice c'est Nancy Atherton, ou Atherton, je sais pas si on prononce à l'anglaise ou pas, et je ne sais pas, et donc voilà. Nancy Atherton, Les mystères de Tom Dimitri, tome 0,5, le duc de Penford Hall. Ça a l'air sympathique, un bon petit Cozy Mystery. J'espère qu'il est sur NetGalley, j'essaierai de le choper, sinon on verra bien. Le goût du sang de Gianni Biondio aux éditions Métellier. De toute façon, ça se voit à la couverture que c'est chez Métellier. Donc toujours une ambiance un peu noire hein, dans ce type de roman, dans cette maison d'édition. Un matin gelé, un homme sort de prison, personne ne l'attend, il est seul. Il s'appelle, alors je sais pas comment on prononce ça, Sasa, je sais pas. Il regarde le ciel de Milan, libre, enfin, il a un plan, il doit rentrer chez lui, chercher l'argent, qu'il avait caché, retrouver sa femme et sa fille et se volatiliser avant que quelqu'un, à commencer sans doute par son meilleur ami, le fasse disparaître. Dans son passé du trafic entre Naples et l'Angleterre, des assassinats pour la haine d'Angreta, comment a-t-il pu se sortir de tôle au bout de 5 ans alors que sa peine était de 30? Le commissaire Ferraro mène l'enquête de façon peu ordinaire entre les églises baroques et les nouveaux gratte-ciel de Milan, entre la femme de Sassa, qui aurait voulu l'oublier et sa femme. Bon bref, c'est un mec qui sort de prison et qui va refoutre la merde, certainement. Il fait 360 pages. Moi, ça me hype pas plus que ça, mais c'est le genre de thriller bien dark qui peuvent plaire à plein de gens. Donc quand je suis conscient de ce genre de choses, je le mets. Je vois quand même l'intérêt, donc je vous le présente. Ça, je le lirai pas pour être honnête, mais franchement, ça a l'air d'être un bon thriller. À moins vraiment que je vois sur Instagram, voilà, plein de. C'est comme les Souls. Les Souls, j'ai le SP NetGalley, j'y ai pas encore touché, il va falloir que je me lance. Et puis voilà, il va falloir que je le lise parce que c'est le genre de roman de prime abord, je l'aurais pas lu, mais il a tellement eu de chroniques positives, j'ai tellement vu sur Instagram et autres de hype dessus que je vais lire. Donc il y a que dans ce cas-là que je pourrais lire un roman qui m'intéressait pas de base en fait. Alors, ma petite surprise du mois, alors j'imagine que quand on suit la hype Giacometti Raven, donc Eric Giacometti et Jacques Raven, ces deux romans écrits indépendamment, donc Eric Giacometti avec Les Éveillés et Jacques Raven avec Les Ressuscités. Ça ne vous surprendra peut-être pas pour les fans, qui étaient certainement bien au courant. Moi, j'ai lu qu'un seul Giacometti Raven, c'était 669, il y a 2-3 ans. J'ai pas aimé du tout, mais alors pas
du tout. Donc j'ai dit, ok, Giacometti Raven, c'est non. Alors pour la Seconde Guerre mondiale, l'époque était fortement bien respectée, mais alors pour le reste, c'était un zéro pointé. Donc j'ai dit ok, c'est un non. Ce n'est que mon avis bien sûr, mais là j'en parle parce que je vois vraiment ça a l'air d'être écrit chacun de leur côté quoi. Donc je me dis pourquoi pas. Enfin, il y a l'air d'avoir un lore. Est-ce que ces deux romans qui racontent la même histoire mais de leur point de vue, je vous avoue que j'ai même pas lu les résumés. Parce que ça a l'air d'être des romans, vu les couvertures, qui, euh, c'est des couvertures très, très similaires en fait. Vous voyez un peu. Il y a des triangles et tout. Enfin, tu vois, ça a l'air d'être. Enfin bon, je vais vous lire le résumé. Et si j'ai un truc intelligent à dire, je le dirai. Le secret caché de la chapelle Sixtine. Le secret de l'œil soleil, ce secret est à vous. Mexique, site archéologique de Teotihuacan. Un cardinal se jette du sommet de la pyramide du dieu serpent. Il a bu l'ayahuasca, la drogue sacrée péruvienne. Et j'ai pu dire ayahuasca du premier coup. Je tiens à le dire. Paris, Agathe mène une vie banale. Un soir, elle reçoit un étrange appel comme un sifflement. C'est le basilic de la chambre des secrets. Elle en perd le sommeil, mais se sent transformée. Sa vie va basculer à jamais. Rome, de retour d'Amazonie, un ethnologue est invité par une fondation liée au Vatican pour percer le mystère des fresques de Michel-Ange. Le compte à rebours a commencé pour l'église, message codé, ayahuasca, masculin et féminin, sacré, symbole oublié, un roman dans lequel les traditions immémoriales résonnent avec la science. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Il y a des gens qui vivent leur histoire dans leur coin, mais c'est quoi le point commun? C'est très mystérieux. Et ça manque d'un élément qui rapproche ces personnes pour vivre un truc. Je sais pas trop. Honnêtement, moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, honnêtement. Ah, quand je vous dis que je suis vacciné de Giacometti Raven, maintenant je me méfie beaucoup de ce que ça raconte. Depuis les conneries que j'ai lues dans 669, j'étais en mode en fait non. Je suis désolé pour les fans, hein, ce n'est que mon humble avis, bien sûr. Hein. Donc Jacques Raven les ressuscite. Alors ça c'était Les Éveillés de Rick Giacometti, Jacques Raven. Jacques Raven qui à l'époque quand j'ai sorti mon avis lecture sur 669 m'a laissé un magnifique vu. Il a vu ma story et puis terminus. C'était magnifique et ça m'a trop fait marrer. Et donc Jacques Raven les ressuscités. Redouter la vengeance du Temple, avril 1309, Paris, alors que la sinistre prison du Châtelet résonne des cris de torture des Templiers et qu'une relique volée à la famille royale circule dans les bas-fonds, des hommes et des femmes réputés morts s'apprêtent à revenir à la vie. Guillaume de Nogaret, le conseiller aussi puissant qu'impitoyable du roi Philippe le Bel, dépêche un duo d'enquêteurs imprévus, un ancien croisé reconverti en assassin et une religieuse en rupture de ban, ou de ban, ouais. Une quête de sang qui va les opposer au complot diabolique des Templiers pour abattre la royauté et les mettre sur la piste d'un secret tenu de la nuit des temps. Dans un Paris médiéval ressuscité au cœur des secrets de la famille royale, Jacques Raven signe un roman historique aussi documenté que stupéfiant. Celui-là, il m'excite un peu plus. Celui-là me fait un peu plus envie quand même que Les Éveillés de Eric Giacometti. Tu sais pas trop de quoi ça parle. Là, on a quand même le but, on a l'enjeu, on a un petit peu les personnages. C'est mieux, le résumé est mieux foutu. Alors du coup, moi, je vois pas de... Est-ce que c'est vraiment... Ils se sont dit... En plus, il sort le même jour, le 7. Alors je vous avoue que je m'en fous, mais ça reste intriguant. Est-ce qu'il y a un lore entre les deux romans? Est-ce qu'ils se rejoignent? Les... Les fans me répondront dans les commentaires, certainement en m'insultant parce que je les aime pas. J'aime pas ces deux auteurs. Mais bon, non, ça m'a franchement intrigué. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même en parler. Donc, ils sortent tous les deux le 7. Ils font tous les deux 300 pages. Non, mais il doit y avoir un lien, c'est obligé. Je vous dis, je me suis totalement détaché d'Eric Giacometti et Jacques Raven, en tout cas de leur roman. Donc, à un moment, moi, voilà. Protocole KO, quels sont les liens entre Trump et la Russie de José Rodríguez dos Santos chez Hervé Chopin. Alors c'est par le gars, il me semble, qui a écrit La Formule de Dieu.
les romans que je vous ai présentés dans mon dernier book haul. Allez le voir d'ailleurs. Quels sont les liens entre Trump et la Russie? Entre la Russie, les États-Unis, la Birmanie, les aventures de Thomas Norona reprennent. Piégé par une terrible vidéo, le célèbre cryptologue n'a pas d'autre choix que de travailler pour les Russes et tenter de percer le secret d'un message codé. D'un continent à l'autre, cette nouvelle enquête va l'amener à découvrir la plus grande menace qui pèse sur le monde occidental. Et bah comme d'habitude, ça a l'air hyper intéressant comme les autres romans de cet auteur, j'ai envie de vous dire. Donc c'est qui est inspiré de faits réels, apparemment Protocole Chaos est un thriller saisissant, ouais blablabla. Bon, j'ai pas le nombre de pages, c'est dommage, il sort le 7 mai. Ouais, franchement, quels sont les liens entre Trump et la Russie et tout? Ouais, ça a l'air sympa. Moi j'aime bien. Par contre, ils auraient pu éviter de mettre le profil de Trump là, ça gâche toute la couverture. Pas du tout Trump, évidemment, on n'aime pas du tout. Mais bon, c'est dommage. Mais franchement, je pense que je l'achèterai quand même. Ou si je le vois d'occasion, un moment sur Vinted ou quoi, on verra. Parce que ma priorité, ça restera à retardement, je vous le cache pas. Mais voilà. Ça m'a fait marrer de mettre ça. Cahier de vacances pour adultes, entrée en enquête, pardon, avec, je sais pas comment on dit, Max Keys, je sais pas, chez Darkside, il fait 64 pages. Concrètement, voilà, c'est des petites enquêtes à résoudre comme une sorte de cahier de vacances. Voilà, les enquêtes criminelles vous passionnent. Ce cahier d'enquête spécial serial killer vous plonge au cœur de 5 affaires glaçantes qui ont fait frissonner le monde entier. Le Zodiac, le tueur insaisissable au message codé, Rémi Roy, un prédateur, du numérique avant l'heure, William Bonaf, bref, il y a des enquêtes, c'est un cahier de vacances. Pour cet été, ça peut être divertissant si t'as rien d'autre à foutre. Ça a l'air bien. Alors, j'ai déjà vu des cahiers de vacances et j'ai déjà dit, ouais, je le ferai en live sur Twitch. Ce que je n'ai jamais fait, bien sûr. On commence à me connaître, moi et mes paroles. Des fois, je dis des trucs que je ne fais pas. Ça m'arrive souvent. Et donc, en fait, non. En fait, j'ai l'envie de le faire, mais en fait, je fais pas beaucoup de live Twitch. Parce que personne ne vient les voir. D'ailleurs, abonne-toi à ma chaîne Twitch. Hein. Si tu t'abonnes, ça m'encouragera beaucoup plus à en faire. Tu vois, d'un côté. Et donc, ouais, non, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc, ça sort également le 7 mai. La nuit de l'ours d'Alexandra, j'imagine qu'on dit Juliette ou Juliet, je ne sais pas, chez Calman Lévy. Angèle, 39 ans, accompagne son père atteint de troubles mentaux dans le village de son enfance, Saint-Martin d'Inferne. Là, elle découvre une maison familiale aux secrets troublants, un prénom gravé des milliers de fois, des dessins inquiétants et surtout des flashs de mémoire qui lui révèlent qu'elle y a été enfermée enfant. Qui sont réellement ses parents? Quel lien avec la clinique psychiatrique où travaille son père? Alors que le village célèbre sa fête traditionnelle de l'ours, Angèle plonge dans une enquête qui remet en cause sa propre existence car aucun des habitants ne semble se souvenir d'elle comme si elle n'avait jamais existé. Voilà, donc ouais. Non, mais en vrai, ça a l'air bien foutu, ça a l'air bien, ça a l'air sympa. Mais c'est le genre de résumé que j'ai déjà lu 10 000 fois, c'est le genre de roman que t'as déjà lu plein de fois, voilà, quelqu'un qui vient et qui découvre des trucs de son passé, ou le passé ressurgit tragiquement, et elle va découvrir des trucs, machin. Voilà, tu vois, la fille de Jessica Baker, que j'ai encore là, c'est ça concrètement, c'est une meuf qui fait sa life et le passé ressurgit, tragiquement, elle va en chier. Enfin, concrètement, c'est la même chose. Alors que la fille de Jonathan Baker, c'est super, et la nuit de l'ours, c'est sûrement génial, tout aussi génial, je ne sais pas. Mais voilà, je ne suis pas hype sur ce genre de roman de prime abord. Voilà, il faut que je vois vraiment des chroniques positives de mes compères et autres camarades de chroniques. Et dans ce cas-là, je commencerai à m'y intéresser. Donc, ça sort le 7 toujours, 380 pages. La nuit de l'ours d'Alexandra Juliette. L'affaire Abadjieff de Pierre Molina, c'est chez M+ Édition. Oula, c'est très long, je me souviens pas que ce soit si long. 2017, Sofia, Bulgarie.
Svetlana Abadjiev et ses sœurs sont arrachées à leur foyer et basculent dans l'enfer d'un réseau criminel. Entre la France et la Belgique, trafic humain, soirées sadomasochistes et exploitation du corps féminin tissent les fils d'une conspiration où la survie ne tient qu'à un fil. Pendant ce temps, à Paris, Yorick Levasseur, commandant de police enquêtant sur un corps retrouvé mutilé, prend conscience de l'étendue de la corruption et des liens obscurs entre des hommes politiques, des hauts fonctionnaires de police et certaines figures du crime organisé. Svetlana ne se laissera pas abattre. Portée par une rage viscérale et une volonté de faire, elle défie ses bourreaux. Au milieu des destins brisés, soif de vengeance, bon blablabla. Deux affaires qui vont sûrement se rejoindre. Bien sûr, on n'est pas idiot. Et ouais, moi c'est des... Tu vois, bon, ça m'excite pas plus que ça. Si ça se trouve, c'est très bien. En plus, la couverture, je la trouve assez percutante parce que t'as le vert comme ça, au milieu au milieu du noir. La couve est intéressante, je trouve. En tout cas, moi, je la trouve intéressante. Ça a l'air, la couve est sympa. Mais ouais, le résumé est un peu long. Et bon, ben voilà, t'as des trafics, t'as une meuf qui en... Enfin ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je trouve de plus en plus, plus le temps avance, moins j'ai envie... Enfin, c'est pas moins j'ai envie. J'aime toujours autant les polars et les thrillers qu'avant, mais je suis de plus en plus blasé dans le sens où, je suis sûr que je passe à côté de plein de super histoires parce que je pense que les résumés ne rendent pas justice au roman, tu vois. Faudrait que les résumés changent un peu de façon d'être ou de faire. Parce que là, franchement, ça se veut être hyper captivant et tout, avec du suspense, mais c'est tellement toujours la même chose tournée dans... Tu vois, les résumés sont tellement tournés pareil dans tous les romans que au bout d'un moment, t'en as lu deux, trois, puis après tu te dis non, enfin en fait c'est la même chose que ce que j'ai lu avant, je vais pas lire ça, alors que ça se trouve c'est différent et on peut pas le savoir hein, parce qu'on se fie qu'au résumé. Et moi, ça me fait exactement ça avec ce roman et même certains autres précédents dont j'ai parlé. Je sais peut-être est-ce que parce que je suis fatigué aujourd'hui, j'ai un petit air blasé, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, si vous, ça vous plaît, Pierre Moulina, l'affaire Abadjiev, je suis sûr que c'est très bien. Donc ça, j'en parle plus pour la forme qu'autre chose. Le prochain, Kay Scarpetta, je lirai même pas le résumé, parce que des Patricia Cornwell, il y en a 50. Je suis sûr que j'exagère même pas en le disant. En disant ça. Identité inconnue, il sort le 14 mai, il fait 400 pages chez J.C. Lattès. Donc voilà, encore et toujours Kay Scarpetta, qui est toujours là, fidèle au poste. Et puis voilà, je veux pas m'attarder. Frédéric Potier, à la taupe de l'Élysée. Alors ça, par contre, ça m'a un peu plus intrigué que le reste. Donc c'est aux éditions de l'Aube. Je me suis dit, un petit truc qui change un petit peu. Et c'est parce que c'est la taupe de l'Élysée, je ne sais pas. Ça m'a un petit peu éveillé la curiosité, vite fait. Il est des espions dont on ne fait pas des romans, leur discrétion est absolue, leur monde secret, cloisonné, hermétique à tout regard extérieur. Ils agissent sans laisser de traces, ni bagarre, ni violence, ni cadavre. Hommes et femmes de l'ombre, ils peuvent agir tout près de nous, jouir de la considération générale, mais agir sans le moindre état d'âme, au service des maîtres qu'ils se sont choisis. Juillet 1954, le gouvernement de Pierre Mendès... France, et je suis vraiment à la ramasse, hein. Le gouvernement de Pierre Mendès France fait face à une crise inédite. Des informations sensibles auraient fuité du dernier conseil de défense, mettant ainsi en péril l'opération militaire en Indochine et plus généralement la sécurité de l'État. Robert Wybot, le directeur de la surveillance du territoire, est chargé... Wybot, c'est un français, on dit Wibo, je ne sais pas, est chargé de débusquer la taupe qui se terre à l'Élysée. C'est dans un contexte ultra sensible de paranoïa et de peur face à la montée du communisme que Wibo va traquer ce traître qui, selon certains, pourrait être le ministre de l'Intérieur lui-même, un certain François Mitterrand. Cette fiction inspirée de faits réels, on retrace l'histoire. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Bon, la couverture, elle est scalée. Bon, personne n'est parfait.
Mais ça, franchement, ça a l'air sympa. Moi, j'aime bien. Pourquoi pas? C'est chez Édition de l'Aube, il fait 240 pages, donc c'est un petit roman d'espionnage qui passe sûrement très très bien. Ça sort le 14 mai. Moi, je me laisserai tenter encore une fois. Bon, ça m'étonne. Je sais pas si les éditions de l'Aube sont sur NetGalley, ce que je leur souhaite, hein, finalement. Mais un bon gros pourquoi pas. Ouais, parce que depuis que j'ai fait la sélection, j'ai dormi la nuit, et donc il y a certains romans que j'ai oubliés, que j'avais un peu d'intérêt. Même si cette sélection me laisse un peu de marbre ce mois-ci, à part le Tillier. Oui, s'il te plaît. Donc, Faire le mort de Angela Marsons. Il fait 448 pages. Chez Belfond. Les morts ont tant de choses à nous dire. Après Petite fille perdue, Angela Marsons, superstar du thriller, ouais, on s'en fout, le laboratoire de recherche Westerley n'est pas fait pour les âmes sensibles. Dans ce terrain aussi vaste qu'isolé séjournent une dizaine de cadavres, légués à la science que des biologistes analysent à différents stades de décomposition. Un lieu secret et hautement sécurisé où nul ne peut pénétrer. Mais un matin, le corps mutilé d'une jeune inconnue est découvert sur place. Qui est-elle? Qui pour commettre un meurtre ici? Quelques jours plus tard, un deuxième corps est découvert, même profil, même mode opératoire. Westerley serait-il devenu le terrain de jeu d'un tueur en série? Combien de victimes à venir? Qui sera la prochaine? Pour la commissaire Kim Stone et son équipe, c'est le début d'une terrifiante enquête en terre de cauchemar. Alors ça a l'air pas trop mal aussi, ça sort le 15 mai. Encore une fois, la couverture escalée, hein, bon, ce ne sont que mes goûts, encore une fois, hein, les goûts, les couleurs, voilà, je fais parler les miens, encore une fois, c'est ma chaîne, hein. Et donc ouais. Alors, est-ce que celui-là ne m'a pas titillé plus que ça, parce que, je cherche c'est pour ma sélection des sorties littéraires, je cherche sur Babelio, qui pour moi est le plus complet. Et après, si vous connaissez un site plus complet et mieux foutu, n'hésitez pas à me le dire, mais franchement, Babelio, pour moi, c'est le best. Et est-ce que c'est parce que il est arrivé à la fin, vers la fin bah, c'est le dernier roman que j'ai sélectionné de toute façon. Donc plus le temps passe, plus je regarde, plus j'ai mon attention fixée sur mon écran, plus en fait au bout d'un moment j'en ai marre de lire des 1000 résumés à chaque fois. Et donc je pense que celui-là, il est arrivé à la fin et à chaque fois ça me fait cet effet-là. J'en ai marre à la fin en fait. Et donc non, en vrai ça a l'air pas trop mal, ça a l'air sympa. Mais sur le coup ça m'a pas titillé plus que ça parce que en fait il est arrivé dans les derniers, il a eu la malchance d'arriver dans les derniers et du coup il m'a pas tenté. Mais en vrai pourquoi pas. Ça manque peut-être un petit peu de suspense, il manque d'un petit élément, le petit élément qui fait que, mais voilà, Faire le mort d'Angelina Marsons. Le Franck Tillier, ouais, on va refaire un petit résumé. Celui-là, franchement, pourquoi pas. Celui-là, pas pour moi. Eric Giacometti, Jacques Raven, je vais pas en reparler. Celui-là, oui, alors c'est les deux romans qui, franchement, m'intéressent ce mois-ci. Le Dos Santos et le Tillier. Avec peut-être aussi celui-là. Voilà, c'est ces trois-là pour moi. Celui-là, Protocole KO et La taupe de l'Elysée, ça va être mes trois bests du mois. Est-ce que je vais les acheter? Alors, le Tillier, le Dos Santos, oui. La taupe de l'Elysée, peut-être. Vraiment peut-être. Si je le vois chez mes libraires, oui, parce que c'est un couple qui tient la librairie chez qui je vais. Si mes libraires l'ont et que c'est pas trop cher, je me laisserai tenter parce qu'il fait 240 pages, il peut pas être à 20 €, pas possible. Mais voilà, franchement, voilà. Donc petite sélection ce mois-ci, vous avez remarqué que je suis quand même assez blasé, petite forme aujourd'hui. Petit mois qui ne me hype pas plus que ça. Ah non, mais il y a des moments comme ça, on n'y peut rien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair.